Donc je vous expliquais, voilà, on a habité dans cette sorte de loft pourri, sans possibilité de se laver. Il me semble que lui aussi avait pris un abonnement dans un fitness pour se laver de temps en temps. Et après j'ai enfin pu avoir mon appartement, dont malheureusement il avait les clés. Et il venait tout le temps, je rentrais chez moi, tout d'un coup il y avait des objets dans le salon, ou alors lui il était là sur l'ordinateur. J'étais chez moi avec mon ami en train de regarder un film, il rentrait. J'étais chez moi en train de faire l'amour, il rentrait. Enfin, on parle de faire l'amour entre guillemets, vu que c'était... J'ai eu malheureusement des conjoints extrêmement peu délicats dans le domaine, qui justement... ils savaient, enfin je veux dire, à chaque fois je me suis retrouvée avec des coupures, au début je finissais toutes les deux semaines chez le gynécologue parce que je pouvais plus, ça faisait tellement mal que j'arrivais quasi plus à marcher. Et vous mesdames, vous savez que si on a ne serait-ce qu'une toute petite coupure à cet endroit, merci pour aller faire pipi, hein, c'est sympa. Et en fait, moi je me retrouvais vraiment avec des grosses déchirures. Et malgré ça, mes amis qui disaient « Ah oui, mais si... Enfin, je leur disais... Le problème, c'est que je le disais souvent après. Je disais « J'ai mal, on l'a fait, j'étais pas prête, c'était sec, etc. » Mais eux, ils ne se souciaient pas de la fois d'après, d'essayer de s'assurer que ça allait bien avant de venir en moi. Et de toute façon, il n'y avait jamais de préliminaire. Enfin, oui, il y avait des fellations, moi je leur faisais plein de choses, mais moi j'avais jamais le droit à ce genre de délicatesse. De plus, j'étais extrêmement mal à l'aise quand ils descendaient, vu ce que mon père m'avait fait subir de ce côté-là. Donc, dans les rapports avec eux, ça a été toujours extrêmement douloureux. Eux ne prenaient pas peine de se dire « Oups, je m'arrête pour savoir si ça va » ou « Avant d'aller en aide, je regarde si ça va ». Non, non, on y va, c'est sauvage, hi hi ha ha, youpla boum, c'est fini. Moi, j'allais à la salle de bain et j'essayais de réparer les dégâts derrière. Et pourtant, justement, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, mais si vous voulez, dans un cas comme ça, on vous persuade d'aimer ça, on vous l'inculque, on vous le répète tellement de fois, on vous dit que t'aimes ça, dis que t'aimes ce que je te fais. Je parle de mon père là et des autres hommes qui m'ont violée. C'est vraiment, on vous oblige à le dire et à force ça devient un mode de fonctionnement. Et c'est exactement ce mode de fonctionnement que j'ai recréé avec mes conjoints. J'en ai un d'ailleurs que j'ai revu il n'y a pas longtemps. C'était quelqu'un qui était que j'avais rencontré petite et en fait on s'est recroisés. Et on était sortis ensemble, on est sortis ensemble 2 mois et on a fait 2 fois l'amour. Et il m'a dit, on s'est très vite quitté parce que justement ça fonctionnait pas, mais il m'a dit que ça a été un soulagement pour lui quand je l'ai quitté parce qu'il ne pouvait pas envisager une relation avec moi parce que je voyais le sexe d'une manière tellement brutale que lui ne pouvait pas m'infliger ça. Ah, vous savez, quand il y a un homme qui vous dit ça, c'est une sacrée baffe, hein. Mais à ce moment-là, j'avais ces souvenirs qui étaient revenus, donc je savais pourquoi j'abordais le sexe de cette manière-là, de cette manière aussi barbare envers moi-même. Parce que quelle femme s'inflige ça à elle-même? Voilà. Donc, moi, pour moi, c'était vraiment ça. Il n'y a pas de raison qu'une femme s'inflige des rapports sexuels douloureux si on ne lui a pas appris à le faire avant. Justement, vous avez tellement peu de respect de votre corps, tellement peu de respect de vous-même que ça vous valez même pas la peine que vous parliez. Moi, je sais que voilà, on m'a vraiment drillé à ça, de dire que j'aimais ça, et moi je hurlais, j'ai même réussi à avoir des sortes d'orgasme, mais il fallait que ce soit dans une position bien précise, avec un angle bien précis.
je veux dire, il y a même, moi je sais qu'on me l'a fait jusqu'à ce qu'on me dise ça sera jusqu'à ce que tu aies ton orgasme ou des trucs comme ça. Donc après vous décidez, vous vous dépêchez de trouver une manière d'en avoir un pour qu'on vous fiche la paix. Parce qu'il y a des hommes qui sont des violeurs mais qui ont tellement d'orgueil, qui ont besoin de se dire ah, j'ai réussi à la faire jouir. C'est tordu à ce point-là. C'est pas non seulement je la prends parce que j'ai envie de prendre quelqu'un contre son gré, mais je veux qu'en plus, contre son gré, elle jouisse. Comme ça, elle est vraiment mal psychologiquement. Parce qu'en plus, elle a pris du plaisir. C'est dire à quel point c'est tordu, jusqu'où ça va. Excusez-moi, je suis un peu émotive. Et en fait, voilà, j'ai recréé ça jusqu'à ce que je sois avec mon ami, celui qui m'a aidé à sortir de là, où lui m'a progressivement amené à envisager cette partie de la sexualité avec un angle différent. Au début, il l'a fait de la manière dont j'avais l'habitude de le faire, comme ça, enfin voilà, sinon pour moi c'était pas un homme, c'était une tapette, enfin voilà, c'était vraiment plus, j'étais cassante, je recréais même un peu le même schéma que mon père me faisait. Donc il l'a fait pendant quelques mois, et après gentiment il a amené les préliminaires, et après gentiment il a amené le fait que ça pouvait être doux aussi, que c'était peut-être moi aussi qui pouvais diriger plutôt que de subir. C'était vraiment, ça a été tout un travail, et c'est d'ailleurs lui qui m'a... D'ailleurs, quand on a emménagé dans cette ferme en secret, c'est là que j'ai commencé à avoir du plaisir qui est venu des choses un plaisir que je ne connaissais pas, où j'étais mais abasourdie, et le nombre de fois que j'ai pleuré après. Et vraiment, je ne vous parle pas de jolies larmes sur les joues, je vous parle de crises de nerfs. Quand vous découvrez ce qu'on vous a fait, ce que ça peut être. Et ce que vous vous êtes infligé aussi pendant toutes ces années. Parce que vous arrivez à un stade tellement avancé de perversion et de manipulation de votre cerveau que vous vous l'imposez à vous-même parce que c'est comme ça que ça doit se faire. On vous a dit que c'était comme ça et vous avez été tellement drillé que c'est comme ça que ça doit se faire. Donc, voilà, donc durant cette période, moi je me rappelle aussi, je me rappelle de cette fois où j'avais eu justement des douleurs au poumon, où j'avais paniqué parce que je ne pouvais plus respirer. Si je respirais trop, j'avais des douleurs fulgurantes dans les poumons, c'est vrai que je pouvais pas, j'étais bloquée. Alors je respirais des petites influations, je crois, enfin des petites respirations, toutes petites, pour quand même apporter de l'oxygène, mais sinon je ne pouvais pas. Et je me rappelle, c'était toujours comme ça, j'étais drillée aussi, il y avait le moindre problème, il fallait que j'appelle mon papa, il fallait pas que j'appelle l'hôpital, parce qu'il me disait, on va te mettre à l'hôpital psychiatrique, si tu dis que tu as trop de problèmes, on va t'enfermer, des choses comme ça. Donc il me faisait aussi en sorte que j'ai peur de l'hôpital. Et par tous les rapports que j'ai trouvés de cet hôpital, parce que je suis allée chercher mon dossier médical il y a quelques semaines, ça vient maintenant 1 ou 2 mois, j'ai constaté justement que, avec le nombre de fois que je suis arrivée à l'hôpital avec des maux de ventre en hurlant parce que j'avais mal, j'en pouvais plus. Une fois, ils m'ont décelé une gastrite à 14 ans et demi. Une gastrite, j'avais 2 ulcères monstrueux. Ils m'ont prescrit des pansements gastriques, ils m'ont renvoyé à la maison. Je suis arrivée 3 jours après en hurlant à me casser les cordes vocales. Et là, ils m'ont gardé en observation pendant un temps. Au fur et à mesure que je parlais aux infirmières, ils ont fait « Ouh là là, il y a une situation bizarre ». Ils m'ont envoyé chez un pédopsychiatre et c'est vraiment mis dans le rapport que j'ai une énorme souffrance. Il y a tout qui est noté sauf le mot viol, parce que moi je ne l'ai jamais articulé, mais c'est noté que j'avais peur si je parlais, je me sentais menacée si je parlais. C'est noté d'ailleurs aussi que j'étais battue par mon frère parce qu'il pensait que j'étais possédée du démon, donc ça veut dire l'ambiance. Moi je me rappelle que il m'a amené dans une sorte de secte où il y avait des gens en cercle autour de moi en train de fredonner ils étaient assis en tailleur en train de se balancer parmi et de fredonner et moi j'étais au milieu et j'étais mais au secours, c'est quoi cette histoire? Et là je devais avoir 14-15 ans donc
c'était dans cette période-là. Ah non, c'était avant, parce que ça a été la même période où j'ai beaucoup de poissons qui ont mystérieusement décédé. Donc c'était quand on habitait la maison, donc non, j'avais pas 14-15 ans, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 12-13 ans. Mais c'était à la période où ma belle-mère était partie, avant que mon frère parte et que tout ça, enfin, que moi je sois séquestrée entre guillemets dans la cave du bas et que mon père disparaisse de la surface de la terre. Pour moi, parce qu'il venait et après il disparaissait, je savais pas du tout où il était. Donc ça y est, je me suis perdue, je sais plus de quoi je parlais. Oui, je parlais de cette sorte de secte, oui, les rapports médicaux que j'avais, justement, où le fait de se sentir menacé, le fait qu'il y a une énorme souffrance, une situation familiale extrêmement malsaine, qu'ils ont voulu faire un suivi plusieurs fois. Ils ont voulu faire des suivis qui ont été refusés. Mon père a refusé les suivis pédopsychiatres pour être sûr que je ne parle pas. Il y a le fait que, justement, il y a aussi un moment donné dans un des rapports où le psy dit qu'il y a une très grande souffrance et qu'à chaque fois que je viens, il faut absolument prendre ça, il faut me prendre au sérieux et il faut me parler et il faut tout de suite prendre ça en considération. Enfin, vraiment, c'est presque les mots de code pour si elle arrive, vous la séparez votre père et vous essayez de lui faire sortir les vers du nez. Ils avaient tout à fait compris ce qui m'arrivait, mais comme moi-même je n'articulais pas le mot viol et que je ne le disais pas, ils ne pouvaient rien faire. Et parallèlement, mon père qui me disait ah, si tu parles trop, tu vas finir à l'asile, comme ta mère. Parce que on voit aussi que moi, je disais au psy, oui, ma mère, elle a été internée plusieurs fois, c'est pour ça que je ne l'ai jamais vue, et elle a essayé de s'ouvrir les veines, ce qui n'a jamais été le cas. Jamais, elle n'a jamais été internée. Elle ne s'est jamais ouvert les veines. Elle m'a fait toute ma vie des menaces de suicide, ça, c'est, voilà, je ne dis pas le contraire, mais ça a été faux. Lui, il disait à ma mère que on voulait pas la voir, ou alors on pouvait pas la voir parce qu'il y avait un animal qui était mort, etc. À nous, il nous disait qu'elle était en analyse psychiatrique, c'est pour ça qu'on la voyait pas. Donc tout ça, j'ai grandi dans un univers de mensonges. C'était que ça. Et justement, donc moi je disais, oui, ma maman, elle a essayé de, voilà, et et elle m'a enlevée quand j'étais jeune, et après, ça c'est vrai, elle m'a enlevée. Elle a tenté, malgré tout une fois, elle a tenté de m'enlever de ça quand j'étais beaucoup plus petite. Mon père était parti en voyage avec mon frère et il m'avait laissé sous la garde de ma mère dans la maison. Et quand il est revenu, ben, il n'y avait plus d'affaires, il n'y avait plus de filles. Ça, c'était un enlèvement. Le deuxième, j'étais dans une voiture, mon père m'avait pris avec lui chez un client. Elle m'appelle, me dit que ça va pas bien, etc. Elle me dit qu'il faut que je vienne. Je vais la voir. Et en fait, elle m'a gardé plusieurs mois. Mon père a appelé la police et tout. Il y a eu les hélicoptères qui m'ont cherché partout parce que quand ils l'ont appelé pour savoir si j'étais chez elle, elle a dit non. Donc après, ils sont allés chez elle et elle avait dit que j'étais pas là. Et finalement, quand ils ont appelé, elle m'avait mis dans la salle de bain. Il fallait pas que je fasse de bruit. Et finalement, les policiers sont venus. Elle a ouvert la porte et moi j'ai ouvert la porte parce que j'étais curieuse et ils m'ont vu dans l'encadrement de la porte. Et après, elle n'a pas vu qu'ils m'avaient vu. Après, ils ont prévenu mon père et finalement, je suis restée là-bas pendant un moment. Et pendant quelques mois, j'ai fait l'aller-retour depuis l'appartement de ma mère, qui était tout en bas de la ville. J'ai fait tous les kilomètres où je montais, je devais être toute petite, 7-8 ans, avec mon petit cartable, et je montais jusqu'en haut pour aller à l'école. Et ça, c'est aussi une chose que, justement, mon père, comme je vous ai expliqué, me faisait planer déjà quand on était dans cette maison au village. On a emménagé avec mon ami avant de déménager secrètement. Il m'a appris que tous les jours, il me suivait en voiture pour être sûr qu'il ne m'arrive rien à cette période. Il me disait, oui, je te suivais de loin. Toi, tu ne me voyais pas, mais moi, je te voyais. Donc, justement, il a comblé encore cette histoire du fait qu'il est là, même si on ne le voit pas, il est là. Et surtout qu'il disait que quand je l'approchais, je criais au viol, ce qui est un mensonge en plus, vu que le viol dont ma mère m'a parlé, qui lui a fait subir, est arrivé après cette histoire. Donc, il n'y a que des mensonges.
c'est toujours à chaque fois qu'il y a une histoire, il y a un mensonge derrière, ou c'est basé sur du vrai, mais il y a un mensonge, c'est que du mensonge, il y a un fond de... Voilà.